Vous écoutez Criminel 2.0, épisode 14. Clark Rockefeller, deuxième partie. Pour tester cette nouvelle identité, il pousse la porte du coiffeur de la ville, Jan Eldnor. Un personnage haut en couleur, une figure locale, très au courant de tous les commérages du coin. Il est venu me voir, on a commencé à parler, Jane Eldor, connaissance de Clark Rockefeller. et il m'a dit qu'il s'appelait Christopher Chichester, qu'il venait d'Angleterre. Oh, il avait une carte de visite, très belle, très bien imprimée, de qualité. Il l'avait obtenue de la royauté anglaise. C'était très impressionnant. Jan connaît tout le monde ici, et surtout les hommes les plus fortunés. Alors Christopher revient tous les jours chez lui. Ici, le café est gratuit, et les clients sont curieux d'en savoir plus sur ce nouvel aristocrate fraîchement débarqué en ville. Il s'asseyait derrière, buvait mon café et lisait le journal. Mon client suivant arrivait et il commençait à lui faire la conversation, lui demandant dans quoi il travaillait. Celui-là lui répondait qu'il était docteur orthopédiste. Et Christopher Chichester devait lire beaucoup parce qu'il pouvait parler de tout, de matériel, de nouvelles techniques de chirurgie. Et le docteur était très impressionné par ce jeune homme qui en connaissait autant. Pour maîtriser cet art de la conversation, Chris passe son temps dans cette bibliothèque où il peut tout étudier sans dépenser un seul dollar. Il élargit ses connaissances à une vitesse spectaculaire. Il étudiait les méthodes pour devenir un aristocrate cultivé Frank Girardeau, journaliste. et intelligent. Très vite, sa méthode fonctionne. Tous ont entendu parler de ce très jeune aristocrate, héritier d'une grande lignée anglaise. Il se fait une place de choix ici, au Rotary Club, auprès des hommes, puis dans l'église, où il rencontre leurs femmes. Pour arriver à ses fins, il mise tout sur une séduction un peu désuète. Il avait seulement 23 ans, Jane Eldor, mais il agissait comme s'il en avait 40, 45. Sa manière de parler, ses connaissances, il plaisait en particulier aux femmes, car il était poli. Les profils sont tous les mêmes. Des femmes d'un certain âge, fortunées et seules. Il repère ses proies et laisse son charme exotique opérer. Christian avait un don pour trouver les personnes qui se sentaient seules et délaissées. Walter Kern, ami de Clark Rockefeller. Et il leur donnait beaucoup d'attention et c'est comme ça qu'il fonctionnait. Il s'intéressait aux gens mal dans leur peau et il savait les réconforter. Pendant 3 ans, personne ne sait où loge vraiment le faux aristocrate. Mais une chose est certaine, son pouvoir de séduction lui permet de se faire entretenir. Il enchaîne les conquêtes, des femmes crédules qu'il invite au restaurant ou lui prête parfois de l'argent, jusqu'à sa rencontre avec celle qui va lui permettre de s'installer pour de bon. Elle s'appelle Didi Sohus. Elle est en mauvaise santé et surtout, elle vit seule dans cette grande maison. Après avoir vécu dans plusieurs endroits proches de San Marino et Pasadena, Clark rencontre Didi Sohus, une femme âgée qui aimait beaucoup fumer et boire et qui n'était pas en très bonne santé. Elle avait une très grande maison où elle vivait seule. Derrière, il y avait une maison plus petite pour les invités et c'est là qu'il a emménagé. En 1984, à 23 ans, il obtient son premier salaire en devenant aide à domicile et se rend irremplaçable auprès de Didi Sohus, profitant de son compte bancaire. Il a désormais du temps et de l'argent pour se consacrer à son rêve, se rapprocher d'Hollywood. Il commence par UCLA, l'université de Los Angeles.
Avec un peu de culot, il réussit à fréquenter le meilleur cours de cinéma en se faisant passer pour un producteur d'une grande chaîne de télévision. Un jour, Steven Spielberg vient diriger un atelier pour les étudiants. Il tente alors sa chance. Il arrivait devant Spielberg et il lui a dit « Je suis Christopher Chichester, d'Angleterre, de la BBC. Jane Eldor. Je suis le producteur. Oh, je suis impressionné, ravi de vous rencontrer. Oh, j'ai toujours voulu vous rencontrer, monsieur Spielberg. » Quelques semaines plus tard, se tenait la cérémonie des Oscars. Chichester a appelé le bureau de Spielberg directement et a demandé à Spielberg des invitations pour les Oscars. Grâce à son faux statut de producteur, il obtient facilement les places pour les Oscars. Le monde d'Hollywood est juste une question d'allure et d'audace. Et dans ce domaine, le jeune Christopher n'a pas froid aux yeux. Le monde du cinéma s'ouvre à lui et tout semble se dérouler comme prévu. Mais l'arrivée en 1985 de John Sohus, le fils de Didi, va bouleverser les plans de Christopher. Didi Sohus avait un fils adoptif qui avait une vingtaine d'années, Walter Kern. un peu plus âgé que Clark, et qui s'était marié à une femme nommée Linda. Un jour, le fils arrive et il voit Chichester. Il lui dit « Qui es-tu » Le couple a emménagé et Christopher n'a pas aimé ça. Car maintenant que le fils est là, il se dit que si la mère meurt, il ne pourra récupérer ni l'argent, ni la maison. Alors il se demande, qu'est-ce que je dois faire ? Une nouvelle fois, la vie de Christopher va prendre une direction étrangement similaire à un de ses films préférés, La Corde, d'Alfred Hitchcock. Dans le film, deux amis réalisent le crime parfait en tuant l'un de leurs camarades. Christopher est lui aussi bien décidé à se débarrasser de son rival. Christopher a pris une batte de baseball ou un morceau de bois. Il a frappé le fils et il lui a ouvert le crâne en deux. Il se débarrasse du corps de John Sohus en l'enterrant dans le jardin, mais ne s'arrête pas là. Après le meurtre, il va encore plus loin, s'inspirant d'une des scènes de La Corde. Dans le film, les tueurs prennent la victime et la mettent dans un coffre. Ils recouvrent le coffre d'une nappe et y servent le dîner à tous les convives d'une soirée qui ne savent pas qu'il y a un corps dans le coffre. Après avoir tué John Sohus, l'avoir découpé et enterré dans le jardin, Christopher a organisé une fête juste au-dessus de sa tombe. Je suis sûr qu'il s'est senti extrêmement puissant et supérieur, et que ce secret lui a donné un plaisir malsain. Pour assurer ses arrières, il fait croire que le couple a pris la fuite. Il propage la rumeur avant de disparaître un mois plus tard. Didi était très vieille et il ne lui restait sûrement plus longtemps à vivre. Il l'a persuadée que ses enfants l'avaient abandonnée. Et il s'est accaparé le rôle du nouveau fils. Et l'a convaincu de lui donner de l'argent. Linda, la femme de John Sohus, disparaît elle aussi. Pour certains, elle aurait été assassinée en même temps que son mari, mais son corps n'a jamais été retrouvé. Pour d'autres, elle aurait fui avec Christopher. Une chose est certaine, elle ne sera jamais retrouvée. Christopher, lui, ne reviendra plus en Californie. Désormais, c'est dans la vie réelle, en multipliant les rôles de composition, qu'il va combler ses désirs de cinéma. Il s'envole pour la côte Est, bien déterminé à rejoindre le centre du pouvoir et de l'argent aux États-Unis. New York. En 1987, Christian a 26 ans. Il découvre cette ville qu'il ne connaît qu'à travers le cinéma. Les ponts, les tours, ce monde qui grouille, ses vies et ses métiers si différents.
En arrivant à Manhattan, il peut devenir qui il veut. Il lui suffit de choisir. Nous sommes dans les années 80, décennie qui a vu les valeurs du travail et du mérite personnel disparaître peu à peu devant l'argent facile et les signes de réussite clinquants. Si vous portez les bons vêtements et que vous parlez avec le bon accent, et si vous avez des biens, les bonnes peintures sur le mur, les objets de valeur qu'il faut dans le salon, personne ne verra la différence. Comme le veut l'adage, l'habit fait le moine. Chris profite de cette période propice aux faux-semblants pour se fondre dans le décor. Il se perd dans le sud de Manhattan, au milieu des buildings écrasants de Wall Street. La main imposante de George Washington symbolisant la pleine puissance économique du pays. Ronald Reagan est encore au pouvoir. La croissance américaine ne s'est jamais aussi bien portée. Wall Street est le nouvel Eldorado à portée de tous. Wall Street, surtout à cette époque, dans l'industrie de la finance, était une sorte de club. Il y avait surtout des protestants, des gens de la côte Est, et pas de n'importe quelle famille. C'est ce milieu qu'il choisit d'infiltrer. Il côtoie ces jeunes friqués de bonne famille, les observe, les imite et travaille les détails. Son nouveau personnage sera Christopher Crowe, un ancien producteur de cinéma aux allures de millionnaire, prétendument qualifié pour jouer avec les chiffres. Il y a des preuves qu'à une ou deux reprises, il s'est fait passer pour un courtier. Brad Bailey, Notamment une fois à la bourse de New York, avocat de Clark Rockefeller. où il a utilisé une autre identité. En réalité, il ne connaissait rien à la bourse. Il n'a jamais été à l'université, il n'a jamais étudié la finance ni les affaires. Mais en se faisant passer pour cette personne raffinée et en adhérant à certains clubs, il a réussi à obtenir ses boulots. Sans aucune expérience ni qualification, il disparaît dans l'anonymat des bureaux de Wall Street. Après avoir de nouveau séduit la bonne personne, il est même employé comme responsable dans une banque. Il dirige une équipe de 15 personnes, gagne 13 000 $ par mois, sans éveiller le moindre soupçon. Son personnage, Christopher Crowe, est une réussite. Beaucoup de personnes avec ces caractéristiques David Brendel, ont un quotient intellectuel très élevé, psychiatre. une intelligence et des capacités à lire et à apprendre très vite. Christopher réussit pendant 2 ans ce petit jeu du faux trader avant de quitter le milieu de la finance pour un univers plus grandiose encore. Vous venez d'écouter Criminel 2.0. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux.